Tu m'entends là? Oui, là, je t'entends. Ah, Écoute, parfait. Nickel. Bon, tu vas bien? très bien. Que toi, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très très bien. Bon, c'est parfait. Bon, en tout cas, merci, hein, merci d'avoir accepté cette petite interview. C'est vrai que Harry de koh saison 1, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas de nouvelles, donc vraiment, c'est adorable de ta part, hein, c'est très 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 gentil. Alors, je me doute que tu t'en souviens pas, mais on s'était vus au week-end des copains. Non, je m'en souviens. Ah, parfait. Et c'est vrai que je t'ai trouvé vraiment très adorable, très abordable. Voilà, tu avais été vraiment super. Et donc, j'avais envie un peu. On s'est parlé devant la salle là, où il y avait le gala de boxe. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, merci, hein, c'est vraiment super. Non, Vraiment non. top. Pour moi, c'est moi qui suis honoré que vous vous souveniez encore de moi. Dis-moi, rappelle-moi ton nom, parce que... Clément. Clément. Parce que Clem Coco, ça sonne pas bien. Oui, oui, c'est un petit pseudonyme. Du coup, alors, moi, ce que je voulais vraiment il y en a beaucoup de fans qui ont vu la saison, hein, même ceux qui sont nés bien après 2001 se sont amusés à revoir les épisodes. Et c'est vrai que en peu de temps, tu as quand même pas mal marqué la saison. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir tout ton ressenti sur ton aventure, sur ce qui s'est passé pendant l'aventure et après. Donc, voilà, ma première question, moi, ce serait vraiment comment tu as eu connaissance, en fait, du casting? Parce que c'est vrai que ça n'avait jamais existé avant, puisque c'est la première saison. Il n'y avait même pas eu d'émissions comme, par exemple, Love Story, etc. Rien n'était diffusé. C'était la toute première fois que, voilà, qu'il y avait un tournage comme cela. Donc, comment tu as vu l'annonce et qu'est-ce qui t'a motivé à y aller? Non, effectivement, c'est un peu paradoxal parce que moi, à cette époque-là, j'ai à peu près 40 ans. Je suis chef d'entreprise et je suis bien dans mes baskets et j'habite Marseille. Donc, j'ai aucune raison d'aller faire le zozo à la télévision, quoi. Mais l'émission koh, en fait, c'est la réplique de Survivor. Et Survivor America, c'était déjà passé dans plusieurs pays. Notamment, c'était passé avant la France, en Espagne, et ça s'appelait Supervivientes. Bon, et moi, j'ai une sœur que j'adore, qui habite Barcelone, et qui m'a dit, écoute, Harry, si ce truc-là vient en France, il faut que tu le fasses. Parce que vraiment, le mec a gagné, il est exactement comme toi. Et moi, je suis parti d'un gros éclat de rire en lui disant, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes conneries? Tu me vois aller faire de la télé, enfin, vraiment, laisse tomber. Et puis, j'étais sur mon ordi, il y a une bande-annonce qui passe comme ça sur l'écran. Participer à l'aventure Robinson. Ça s'appelait comme ça. Le casting s'appelait comme ça. Et je me dis, c'est quoi ce truc-là? Je clique dessus par curiosité et je tombe sur un questionnaire assez précis. Et je me dis, merde, ça doit être ce dont ma sœur m'a parlé. Et puis, même démarche, donc je clique et je referme la fenêtre. Je dis, ils sont tarés, laisse tomber. Et puis, je réfléchis 30 secondes et je me dis, et après? Et pourquoi pas? Mais les choses, elles ne sont pas aussi évidentes que ça, parce qu'en fait, il y a eu l'année où moi j'ai fait le casting, il y a eu 17 000 candidats. Ah oui. Donc, c'est pas en fait les 16 premières personnes qui ont cliqué sur la case. Voilà. Donc, j'ai fait ce qu'on me demandait, j'ai envoyé des photos, j'ai répondu au questionnaire, etc., etc. Et puis, le processus de sélection a commencé, ça a été assez long. Et plus c'était long, enfin, plus je me disais, pourquoi pas. Alors, dans ma famille, on a un peu des racines pour ça, parce que mon père était marin-pêcheur. Et dans les années... Enfin, il a commencé sa vie comme marin-pêcheur, il était armateur. Et dans les années 50, il avait déjà fait 2 fois le tour du monde. Ah oui. Donc on a dans la famille une espèce de notion de
de la mer, des bateaux, de la pêche, de la survie, de l'aventure. Voilà, donc c'était un peu dans les gènes. Donc je pensais que je pouvais effectivement avoir ma place dans cette histoire. Et la sélection a commencé. Et comment s'est passé le casting? Comment tu l'as appréhendé? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est comme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des castings d'abord au téléphone, ensuite directement à Paris? Comment toi tu l'as vécu ce long casting? Alors, c'est à peu près comme aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis. Sauf que je crois que la seule différence... Bon, d'abord, il y a... Nous, on nous informait, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, on nous informait, on dit voilà, vous êtes 17 000, après, vous n'êtes plus que 10 000, après, vous n'êtes plus que 5 000, après, vous n'êtes plus que 2 000. Voilà. Il y avait un espèce de compte à rebours. Chaque fois qu'on passait une vague, on disait yes, j'y suis. Bon, il faut savoir aussi que moi, je n'ai pas la gueule de Alain Delon, je n'ai pas les biceps de Schwarzenegger, je n'ai pas des longs cheveux blonds et des yeux bleus, donc j'étais à peu près certain qu'on ne me prendrait pas. Donc, j'ai la tête de Monsieur Tout-le-Monde et donc j'ai juste jeté une bouteille à la mer pour m'amuser, en fait. Et il y a eu à peu près comme, je crois, ça se passe maintenant, des sélections. Je crois que la seule différence, c'est il y avait beaucoup de candidats, ils ont envoyé des casteurs, en fait. Ils ont envoyé une équipe à Marseille, à laquelle, un rendez-vous auquel je me suis rendu, etc. Et donc voilà comment ça s'est passé petit à petit, avec la pression qui montait au fur et à mesure. Et quand La sélection a... Pardon? Moi, je disais juste, quand tu as su que tu étais pris, tu as réagi comment? Alors, d'abord, j'ai poussé un grand cri de joie. J'étais super content. Et parce que plus la date arrivait, enfin, plus le nombre de sélectionnés se rétrécissait, plus je me disais, mais peut-être, mais j'y crois. On m'a fait, c'est jouable. Et donc, à la fin, quand on me dit, Harry, tu pars, waouh, on pousse un cri de joie. Et puis après, il a fallu que je gère la famille, mon boulot, tout ça, pour pouvoir me libérer et partir. Et une fois que tu savais que tu partais, ça y est, c'était bon, ton sac était fait. Voilà, t'appréhendais comment l'aventure? T'avais peur de rencontrer peut-être des gens que tu connaissais, enfin, qui étaient complètement différents de ce que tu côtoyais au quotidien. Voilà, comment tu appréhendais tout ça? Partir, être au milieu de gens que tu connais pas, enfin, comment tu l'as appréhendé tout ça? Alors, comme je te l'ai dit précédemment, bon, on a le goût de l'aventure dans ma famille, donc j'étais pas très inquiet spécifiquement. Et mon idée, c'était surtout comment essayer de gagner le jeu. Ah oui, C'est déjà comme ça, dans l'optique l'aventure en elle-même, aucun souci. Jusqu'à aujourd'hui, je peux dormir par terre, manger un pain et 2 olives et boire de l'eau de pluie. Enfin, ça me dérange pas du tout, ça. Mais comment avancer, c'est-à-dire comment se connaître soi-même, comment essayer d'avancer dans le jeu. Il y avait un paramètre que je savais sur moi, c'est que j'ai un caractère assez fort. Et je me suis dit, si tu commences à casser les couilles à tout le monde, tu vas dégager rapidement. Donc, je me suis promis de faire profil bas et de ne pas faire parler de moi, de suivre un peu, de ramper le long des murs pour pas être la tête qui dépasse. Voilà. Et en fait, il faut savoir, c'est que les gens qui ont fait le Koh-Lanta 1, ils savaient pas exactement quel était le moteur de l'émission. Ou genre, ceux qui sont cons comme moi, ils n'ont pas compris. Donc, pour moi, l'émission, c'était de la survie. Et en survie, je crains personne. Donc, j'étais sûr d'arriver en finale. Mais c'est pas du tout ça, le moteur de l'émission. Non. Il faut être très malin, très stratège. Ça se passe surtout dans la stratégie. Pas tellement dans les épreuves. Les épreuves, les télés, tout ça, etc. Ça sert juste, en fait, à te donner des jokers dans le jeu. Et c'est pas ça qui te fait avancer. C'est pas ça qui te fait passer le tour d'après. Non, c'est beaucoup plus la stratégie. Et ça, j'avais pas compris. Donc c'est pour ça que j'ai un peu explosé en l'air
au milieu de la partie et puis j'ai quitté la partie. Et c'est vrai que comme ça a été la première saison, il y avait quasiment personne qui était au courant que le principe c'était de s'éliminer entre eux. Je crois qu'il y avait juste Stéphane, lui, qui avait regardé un petit peu Survivor aux États-Unis, qui lui était un petit peu au courant. Mais c'est vrai que à la base, quand vous êtes à l'aéroport pour partir, vous savez pas que vous allez vous éliminer entre vous. Non, moi je le savais aussi parce que j'avais vu un épisode espagnol de Supervivientes. Donc je savais qu'en fait on allait éliminer par des votes. Mais ça m'est pas venu à l'esprit que c'était la stratégie. Parce que pour moi c'était vraiment un jeu de survie. Donc dès que je suis arrivé dans l'île, j'ai tout fait pour en fait faire de la survie. Et voilà, j'étais très actif dans ce domaine, pour l'eau, pour la pêche, pour les algues, pour tout. Mais pas, j'ai pas essayé de faire une équipe et de faire des alliances. Ça s'est fait un peu naturellement comme ça, mais j'ai pas cherché en fait à faire des alliances. Et une fois que vous êtes à l'aéroport, tu rencontres un peu tes compatriotes, enfin tes camarades. Comment ça se passe? Est-ce que tu dis lui, il me dit bien, lui je le sens pas. Est-ce qu'il y a eu des premiers feelings dès l'aéroport et dans l'avion ou pas du tout? Oui, tout de suite. En fait, tout de suite, j'ai commencé à sympathiser avec quelques-uns du groupe. On n'avait pas le droit, mais bon, on l'a quand même fait. Et quand j'ai vu arriver... il y a deux personnes dont je me souviens très bien où j'ai tilté. J'ai vu arriver Jean-Luc. J'ai vu le gabarit que c'était. Le mec, il a un physique de commando, une Italie comme Schwarzenegger. Et je me suis dit, c'est même pas la peine de prendre l'avion. C'est lui qui va gagner. Parce que moi, dans ma tête, c'était que la survie. Donc, en cas de survie, c'est sûr que le mec, il va gagner. C'est même pas la peine de... On va pas s'aligner avec Rambo. Pas possible. Et bon, comme tu le sais, Rambo, il a aussi des faiblesses. Et il n'a pas duré longtemps dans le truc. Et la deuxième personne qui m'a fait un peu... je ne sais pas pourquoi son regard accrochait le mien, c'est Gilles. Ah oui. Quand j'ai vu Gilles, je me suis dit, ce mec-là, il peut gagner. On ne s'est pas parlé. On a échangé nos regards. Je me suis dit, ce mec-là, il peut gagner. Et j'ai eu ce sentiment très fort. Je ne sais pas pourquoi. Résultat, il a gagné. Donc, c'est ça. Il a gagné. Non. Et une fois que vous êtes dans l'avion, vous partez et sur place, les équipes, c'est la production qui a fait les équipes à ce moment-là, il n'y avait pas de twist spécial. Et une fois que tu es dans ton équipe, est-ce que très vite tu te rapproches de quelqu'un? Est-ce que c'est hyper rapide ou c'est, comme tu dis, pas de stratégie, ça s'est fait naturellement, mais est-ce qu'il y a eu un coup de cœur rapide envers quelqu'un? Oui, très, très intuitivement, j'étais très proche de William, parce que c'était un pêcheur lui aussi. Gaël, qui était bretonne, donc qui avait l'habitude de pêcher. Et à tous les trois, on nous a surnommé le clan des pêcheurs. Voilà. Mais donc, nous, on s'était mis en tête de bouffer, qu'il fallait faire du poisson. Et je crois que dès le deuxième jour, j'ai commencé à monter du poisson. Donc, deuxième ou troisième jour, j'ai commencé à monter du poisson. Donc, c'était intuitif, mais jamais j'ai pensé qu'en fait, ces gens-là, j'allais faire une team avec eux, que ça allait être une stratégie, etc. Voilà. Et petite parenthèse, je l'ai noté parce que c'est vrai que j'avais oublié ça. Et à l'époque, vous avez le droit d'amener un objet spécifique. Ouais. Et tu avais amené, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, tu avais amené un cerf-volant. Bien sûr. Et pourquoi un cerf-volant? Explique-nous l'histoire du cerf-volant. Voilà. En fait, mon métier, c'est prothésiste dentaire. Donc, j'ai l'habitude, je suis très adroit avec mes mains, j'ai l'habitude de fabriquer tout avec mes mains. Et en fait, je fais du cerf-volant, j'aime ça. Et je me suis dit, en fait, si c'est un plan dans une île déserte, avec un cerf-volant, je peux fabriquer du matériel de pêche. Parce que j'ai déjà du fil, il y a des agrafes qu'on peut forger, etc., etc. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, en arrivant, on s'est battu, on essayait de faire du feu, on essayait de faire des tas de choses. Et moi, tout de suite, j'ai pris mon cerf-volant, j'ai commencé à le démonter et j'ai fabriqué avec les fils et avec les agrafes, j'ai commencé à faire des hameçons sommaires. Et c'est pour ça que j'ai commencé à ramasser quelques poissons assez tôt.
Et puis, voilà, on a fait pas mal de trucs aussi. Il y avait énormément de crabes fantômes. Et les crabes fantômes, c'est des petits crabes qui courent très vite sur la plage. Ah oui. C'est des crabes mous. Donc, en fait, je leur ai expliqué comment on pouvait les bouffer, en fait, en les piquant et en les mettant sur le feu. Et je leur ai fait manger des algues aussi. J'ai essayé de participer du mieux que... Voilà. Les 2 premiers jours, par contre, on a été en galère parce que on n'avait pas d'eau. Et la production nous a baladés, nous a mis sur des fausses pistes pour nous voir, en fait, en galère, en pleine jungle, pour avoir des images des aventuriers en galère. Et donc, moi, dans un premier temps, je crois que le 2e jour, j'ai commencé à creuser un puits parce que l'endroit où nous étions, c'était le bas d'un plan incliné comme ça en granit, et il y avait la mer qui arrivait comme ça. Comme il pleuvait souvent, je pensais que l'eau qui ruisselait le long du granit, elle pouvait rester. Donc j'ai commencé à creuser un puits à l'intersection entre le granit et la plage, pour arriver à avoir de l'eau à peu près potable, c'est-à-dire pas trop salée. Et bon, j'avais creusé mon puits d'à peu près 1 mètre, et au bout d'1 mètre, ils vont trouver l'eau. Ah, Mon puits servait à rien. dommage. Mais du coup, l'histoire du cerf-volant, c'était calculé. Tu as amené ton cerf-volant, parce qu'on te voit, oui, dans l'épisode, effectivement, un peu désosser ton cerf-volant. Mais en fait, c'était calculé, quoi. D'accord. C'était calculé, c'était peut-être ma seule stratégie. Et bon, voilà, comme Sandra amenait sa pince à épiler, c'était calculé, c'était pour pas qu'on voit ses poils. Donc chacun a pensé à quelque chose, quoi. Celui qui a été très fort, et franchement, ça m'a bluffé, c'est Jean-Luc. Ouais. Tu sais quel était son objet? Ah, je me rappelle plus du tout. Un coquillage. Ah oui. Le mec, il va dans une île déserte où on marche sur les coquillages, il amène un coquillage. C'était le message, donc j'ai besoin de rien, quoi. Oui, clairement, c'est un message clair. C'est très fort comme message. Bon, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et une fois que tu arrives donc sur le compte en ton équipe, etc., et comment se passe la rencontre avec Hubert Auriol? Parce que c'est vrai que cette saison-là, ce n'était pas Denis Bonnière qui présentait, c'était Hubert Auriol qui a fait toute la saison. Comment ça s'est passé? Parce que maintenant, malheureusement, il nous a quittés. Et je voulais juste avoir un petit mot de ta part sur comment il a géré la saison et la relation que vous avez eue. Alors, Hubert Auriol, c'est le grand charme. C'est un type qui nous a tous charmés, adorés. Bon, je pense que tu as dû faire d'autres interviews avec d'autres membres du KLA, et eux, ils le connaissent mieux que moi parce qu'ils sont restés plus longtemps. Moi, la seule chose que j'avais fait, c'est que quand je savais que j'étais en phase terminale de la sélection, j'ai commencé à me documenter, à lire sur la survie. Et parmi les bouquins de survie, on citait nommément l'exemple d'Hubert Auriol, de la ténacité, de la rage qu'il a eu jusqu'à gagner un Paris-Dakar avec les 2 chevilles fracturées, quoi. Ah. Donc c'est pas de la bibine. Alors très doux, très gentil, très humain. Bon, j'ai pas eu le temps d'avoir une relation approfondie avec lui, mais c'est un type bien qu'on a vraiment tout de suite adopté, tout de suite aimé. Ouais, ça se sent, hein. Ça se sent vraiment qu'il était proche des candidats. Même aux ambassadeurs, il mange avec William et François. Ça, on sent vraiment qu'il est très humain. Ouais. Très humain. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Le moment au moment où vous perdez la première fois l'immunité et que vous allez au conseil. Et on a un petit peu le tout premier, la première élimination surprise de Koh Lanta, avec un Guillaume qui se fait éliminer alors qu'il s'y attend pas du tout. Ouais. Et c'est du coup le clan des pêcheurs plus Michel qui l'élimine. Et je voulais un peu savoir un peu les dessous de cette élimination, qui était un peu à l'origine de tout ça. Pourquoi ne pas éliminer Michel, qui est la plus faible entre guillemets au regard des autres? Pourquoi sacrifier Guillaume et garder Michel? Alors, j'avoue que en fait, l'idée, elle vient de moi. Je confesse, je me suis excusé platement envers Guillaume
Mais c'était une erreur d'ailleurs stratégique. Une grosse erreur. J'ai payé très cher. Mm. Guillaume, c'est un garçon qui est adorable, qui est gentil, mais qui c'est un bon vivant. Et quand on est arrivé sur l'île, en fait, il foutait pas grand-chose. Lui, ce qu'il apportait, c'est qu'est-ce qu'on allait manger. Il attendait qu'on mange. Voilà. Et puis, j'ai trouvé qu'il n'était pas dans un bon état d'esprit. Il a commencé un peu à avoir des propos qui étaient un peu décalés avec cette aventure. Au lieu de participer tous ensemble, qu'on essaie de faire un truc, on essaie de faire une lutte, on a fait une très belle lutte. Essayer de trouver du bois, essayer de trouver des coquillages, essayer de trouver... Lui, il n'écoutait rien. Ça m'a gonflé. Je me suis peut-être trompé. Je sais que c'est un très très gentil garçon, c'est un mec très bien, je le sais. Et j'ai dit à Gaël et à William, bon, ce mec-là, je ne peux plus supporter on le sort du jeu. Mm. C'est ce qu'on a fait. Et c'était une très grossière erreur. Parce que du coup, le reste de l'équipe s'est dit, oh putain, en fait, ce groupe, ils font ce qu'ils veulent. Mm. Et donc, toute l'équipe s'est retournée contre eux. Et ils nous ont massacrés, ils nous ont laminés. Ah bah oui, c'était les uns après les autres après. Voilà, donc on a abattu nos atouts et on a montré nos biceps trop tôt. Mm. Et donc, du coup, ça nous a esquinté. Voilà. Et à ce moment-là, c'est vrai que dans le vote suivant, quand Gaëlle sort, Michel change de stratégie. Elle change un peu d'alliance, parce qu'elle était un peu avec vous, et clairement, elle s'est sauvée, parce que Guénel, Romain, Patricia et compagnie ont voté contre elle. Et finalement, elle tourne le dos, entre guillemets, au clan des pêcheurs, et c'est Gaëlle qui sort. Oui, tout à fait. Et c'était prévisible, hein, parce que là, on avait très mal joué, enfin, prévisible. On savait que quelque chose se préparait, on ne savait pas quelle tête allait être coupée. Ça a été Gaël. J'étais furieux parce qu'en fait, c'est moi qui avais fait la connerie et c'est Gaël qui connaît. Et j'ai été furieux parce qu'elle, bon, moi, je ne croyais pas tellement dans mon futur médiatique. Je ne voulais pas faire une carrière à la télé, mais elle, c'est une très jolie fille qui avait beaucoup d'avenir et elle aurait pu être présente dans le jeu un peu longtemps. Donc, on zigouillait Gaël. Et en fait, quelque part, ils étaient un peu emmerdés parce que sur le plan des pêcheurs, il restait William et moi. Et nous, on les nourrissait. Ah oui. Donc, c'était emmerdant de virer les gens qui te nourrissent. Bref. Mais j'ai pas très bien vécu l'histoire de l'élimination de Gaël. Et quelque temps après, j'ai plus le compte exact des épisodes. Il y allait y avoir un conseil, donc j'ai demandé à ce qu'on vote contre moi. J'ai dit... Et pas William, du coup. Comment ? Et pas William, du coup. Non, c'était pas pour protéger William. Là, je savais que l'histoire elle était cuite. Je savais que l'équipe était contre moi. Je savais que j'avais absolument plus aucune chance de gagner. Et je savais que j'avais une entreprise à Marseille avec 7 salariés qui se tournaient les pouces et que j'avais rien à foutre à faire le con dans une île. Donc, je savais que la partie elle était foutue. Donc, j'ai essayé de sortir en me disant si jamais je sors et que quelqu'un se blesse, on fera rentrer Gaël. Ah oui, bête. Et pas moi. Et donc, j'ai demandé, ça tu peux vérifier auprès de tous les KN1, enfin les rouges, j'ai demandé voter contre moi. D'accord. Donc, je dois être un des rares qui ait demandé son exécution. Et le soir de l'élection, le soir de l'élimination, tu peux voir d'ailleurs sur les vidéos, quand il dit Harry est éliminé, j'ai la banane. Oui. Il doit être un des rares mecs contents de quitter l'équipe. Et j'étais content de quitter l'équipe parce que j'avais mal joué, qu'en fait, ils s'en étaient pris à quelqu'un d'autre, alors que c'était moi qui aurais dû sortir, et que en fait, j'avais plus aucune chance de gagner. Avec le recul maintenant, je m'aperçois qu'en fait, non, si j'avais changé de stratégie comme Marie ou comme d'autres, j'aurais très bien pu aller en finale. Mais c'est juste que j'ai cédé à la colère.
Oui, après, c'est les émotions, hein. Quand on est là, sur place, c'est facile de dire sur son canapé, j'aurais fait ça, mais sur place, c'est différent. Après, il faut savoir une chose, c'est que le moteur de l'émission, il est quand même super bien fait parce que on prend n'importe qui en France. Il n'a pas d'eau, il n'a rien à bouffer, on l'empêche de dormir correctement. Ça devient une bête fauve, une bête sauvage. Donc, les types, on réfléchit pas, on oublie qu'on est dans un jeu. On joue pour sa peau comme si on allait crever, en fait. On prend les choses à cœur. Donc aujourd'hui, les nouvelles générations, ils sont un peu plus stratégiques. Ils ont vu déjà 20 ans de koh, donc ils savent qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Nous, on était des bleus complets. Et donc, on a pris ça comme ça dans la gueule et on a pris les choses un peu à cœur. Moi, j'étais furieux et donc j'ai décidé de partir. Je suis parti. Tu peux vérifier tout ce que je dis. Et quand je suis parti, malgré tout, je suis parti avec la rage, avec la colère. Voilà, donc après, je leur ai fait payer. J'ai même envoyé une lettre de dénonciation de mon gars. Oui, Sophia, oui, de ça. Et du coup, J'ai fait comment ça. Ah merde. En fait, c'est à moi que j'en voulais. J'avais été con, j'avais mal joué. Et en fait, j'ai voulu renverser l'échiquier. Voilà. Et t'en as pas trop voulu, par exemple, à Michel, que vous avez clairement sauvé au premier conseil, et qui se retourne un peu contre vous? Non. Enfin, Michel, ça n'a jamais été ma tasse de thé, mais loin s'en faut. Mais en fait, la personne à qui j'en voulais le plus, c'était Patricia. Ah oui. C'était elle qui gérait qui pilotait en fait tout le groupe qui était face à nous. Et en fait, face à William et moi, en fait, face à moi, quoi, parce qu'on n'était plus que deux. Et donc, j'ai développé une rancœur vis-à-vis de Patricia. Notamment, je l'accusais de strictement rien foutre. Quand on passait son temps à dormir et à bouffer. Et donc, je l'ai même dit à l'interview, etc. Donc, et c'était mon ennemi juré. Et en réalité, tout ça, c'est factice. Ça a été créé par les conditions de l'émission, etc. Et dès que je suis sorti du jeu, en fait, dès que l'occasion m'a été donnée, j'ai tout fait pour qu'on se réconcilie. On s'est tombé dans les bras et on s'adore jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est juste ces conditions factices qui nous ont amenés à nous entrebouffer sur ce. Bien sûr, ils font tout pour, hein, c'est le but. L'émission, elle est faite pour ça. Et cette histoire de lettre, c'était prémédité? Tu voulais vraiment le faire? Ou c'était peut-être nul? Ben, ça a été expliqué dans l'émission, hein, parce qu'ils ont été un peu punis, je crois, en plus à cause de ça. Oui, ils ont été punis. Donc, non seulement j'ai voulu emmerder la prod, et en même temps, j'ai nuit à mon équipe. Donc, je suis vraiment pas fier d'avoir eu à faire ça, mais bon, je suis pas un saint. Je suis un mec normal, avec des coups de colère. Voilà. Non, bah après, c'est normal, hein, quand on est dans des conditions comme ça, forcément. Il y a des fois, on prend des décisions qui sont pas forcément celles qu'on prendrait si c'était une autre situation. Et une fois que tu es sorti, que tu t'es dit quoi? Est-ce que tu as vraiment pensé, toi, à ta vie, tu retournes dans ta vie, à tes projets, etc. Ou tu as un peu pensé à ton équipe, tu te dis, mais comment ils vont s'en sortir? Surtout William, qui est un peu seul contre tous, quoi. Non. Pour moi, j'étais sorti, c'était tu. Je sais pas ce qu'il y a derrière moi. Ouais. Il y avait, là, je te donne un scoop. Enfin, c'est pas un scoop, là. Quand je suis sorti, en fait, je pensais rencontrer Gaël à l'hôtel. Parce on avait sorti avec Gaël. Celui qui sortait, en fait, passer le relais, il fallait toujours qu'il y ait un candidat qui reste à l'hôtel pendant une semaine. Au cas où, s'il y en a un qui se blesse, on peut attirer un candidat. Donc, en sortant, je pensais trouver Gaël. Et en fait, je tombe sur Jean-Luc. Ah, d'accord. Ouais. Parce que le père de Gaël était mort 2 jours avant. Ah oui, d'accord. Et elle a dû prendre l'avion en urgence pour aller aux obsèques de son père. Qu'elle a raté d'ailleurs, je crois. Et ça, là, quand j'ai appris ça, je me suis effondré parce que je me suis dit, putain, déjà, elle s'est fait virer du jeu
pendant qu'elle est là, son père meurt. Et je me retrouvais dans les bras de Jean-Luc, complètement déboussolé, quoi. Ouais, mais c'est normal. Hein. Et Jean-Luc est parti le lendemain. Et moi, j'ai dû rester une semaine dans cet hôtel en attendant le prochain qui sort. Il s'avère que sur cette plage, dans cet hôtel, j'avais connaissance d'une jeune femme qui était suédoise. Et elle avait une maison à côté. Donc, elle était là assez souvent. Elle connaissait en fait les gens. Donc, chacun qui sortait du jeu, en fait, elle faisait sa connaissance. Mais juste amicalement, comme ça. Moi, j'étais on est devenu très copains. Et donc, quand je suis rentré en France, pendant le déroulement du jeu, elle m'envoyait un email par jour pour me dire qui était sorti, qui était rentré du jeu. Donc, j'ai en fait un espion. J'avais laissé un espion derrière moi sur place, et donc je savais exactement ce qui se passait. Et je savais qui était sorti, qui avait bien joué, qui n'avait pas bien joué. Donc l'émission n'était même pas encore diffusée. Voilà, c'était ça le scoop. Et voilà. Et imagine, tu restes une semaine et la prod te dit quelqu'un doit partir médicalement, tu dois le remplacer. Tu l'aurais remplacé? Oui, tout de suite. Même chez les Rouges? Oui, je m'en foutais. Ah ouais. Parce qu'en fait, j'étais contradictoire, mais c'est l'être humain qui est comme ça. J'avais voulu sortir, mais en même temps, je regrettais d'être sorti. Par exemple, je me suis pas rasé. Parce que je me suis dit, s'ils me font rentrer, je vais pas être rasé de frais alors que tous les autres ont une barbe. Donc voilà, et je continue à faire mon jogging et ma préparation physique en me disant, s'ils ont besoin de moi, je sois au point. Et c'est ce que j'ai fait. Mais le délai s'est écoulé. Je sais plus qui est sorti après moi. C'est pas un endroit, je crois. Ça fait plus de 20 ans, je me souviens plus. C'est Sandra qui a suivi. Ouais. Donc, on m'a dit, voilà, bah écoute, voilà ton billet, tu rentres à Paris. Et je suis rentré à Paris. À Paris, on m'attendait à Charles de Gaulle. Ils avaient loué une chambre d'hôtel. J'avais un buffet, plusieurs personnes de la prod qui m'ont accueilli. Ils m'ont fait signer d'ailleurs des documents, des contrats. Et puis ils m'ont dit, bah Coco, tu rentres chez toi. Voilà. Et puis donc j'ai pris mon train et je me souviens que dans l'île, je rêvais d'un couscous. On mange pas de couscous chez moi, mais en fait on s'était promis, dans les discussions comme en Angaladal, le couscous revenait souvent. Et je me souviens, j'ai mangé un couscous, un vrai, à la gare de Lyon en pensant à mes copains qui étaient dans l'île. Et d'ailleurs il était dégueulasse, mais je l'ai quand même mangé. Et imaginons que toi, tu leur demandes pas de t'éliminer. Est-ce que tu penses que c'était toi sûr de sûr ou William avait ses chances de sortir aussi? Je sais pas. William était un super concurrent. Il avait des capacités physiques extraordinaires. Il était plus rapide. Il nageait mieux que moi. Il faisait de la chasse sous-marine, alors que moi, je pêchais. Donc, dans tous les cas, il aurait fait avancer l'équipe. Il aurait pu sauver sa peau certainement à plusieurs reprises. Je pense qu'il était mauvais en stratégie. D'ailleurs, il s'est fait un peu détester par l'équipe. Mais voilà. Autrement, petite parenthèse, c'est que la nuit de mon élimination, ça s'est passé dans une autre île que Koh-Lanta. Le producteur, il s'appelait François-Xavier Quillère, m'a pris à part. Il m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu étais sorti du jeu? Pourquoi tu t'es sabordé? Parce que nous, on te voyait en finale. Et moi, je suis tombé des nues. Je leur ai dit, bah, si j'étais en finale, je savais pas, il fallait me prévenir. Hein. Mais bon, je ne pouvais pas revenir sur ma décision. Le jeu est le jeu, et c'est comme ça. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'embrouille, c'est pas de truc écrit. C'est vraiment des conditions difficiles. Moi, bien qu'étant mince, j'ai quand même perdu, je crois, 6 ou 7 kilos.
Ah oui. en peu de temps. Et voilà. Et même si après, une fois que tu es rentré, même si tu savais qui était éliminé dans quel ordre, etc., est-ce que tu as regardé l'émission quand c'est passé sur... Tu rigoles? Sûrement. Pourquoi? Parce que, en fait, les candidats, nous, on a tourné ça en janvier. Ça a été diffusé en juillet, août. Et donc, pendant tous ces mois, ils ont fait des montages, etc. Donc, nous, on savait qu'on était juste de la matière pour des images et du son. Mais au montage, et ils l'ont fait d'ailleurs, ils pouvaient changer la personnalité de quelqu'un, le faire passer pour un enculé, le faire passer pour un ange, etc., etc. En fonction de la manière dont c'était monté, de la musique, des passages qu'on va passer, pas passer, etc. On peut pas changer le cours du jeu, parce que le cours du jeu, lui, c'est le cours du jeu, mais on peut changer la sympathie ou l'antipathie vis-à-vis du public. Bien sûr. Donc, je voulais savoir à quelle sauce j'avais été démoré. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas terrible. Je passe pour quelqu'un de traître, de machiavélique, etc. Mais bon, c'était le risque à prendre. Et puis, donc j'attendais, oui, j'ai vu tous les épisodes. Et après, j'ai regardé un peu les saisons suivantes. Et je crois qu'à partir de la 4e, de la 5e saison, j'ai plus regardé Koh-Lanta. Parce que, bon, quand tu l'as déjà fait, c'est un peu répétitif, etc. Ça m'est arrivé de regarder... De toutes les façons, je regarde quasiment jamais la télévision. Là, chez moi, j'habite à Barcelone. Il n'y a pas de téléviseur. Donc, j'ai une grande maison, il y a 0 téléviseur. Donc, je regarde des trucs qui m'intéressent sur Internet, mais jamais des jeux. Donc, je regarde pas je vais pas regarder les dernières saisons, etc. Mais comme j'étais en contact avec les autres candidats, j'ai entendu un peu ce qui s'est passé, etc. Et t'as pensé quoi? Alors, tu t'es vu, bon, mais clairement, oui, c'est vrai que t'avais pas le montage du petit gentil, clairement, on est complètement d'accord. Mais une fois que t'es sorti, qu'est-ce que t'as pensé du parcours de tes camarades, Guénaël, Romain, et puis notamment William, qui s'est fait malmener pendant toute la saison? T'as pensé quoi de tout ça? Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe comme ça, ou tu as eu des surprises? Non, en fait, là, clairement, je te le répète, quand tu sors du jeu, tu t'en fous de ce qui se passe derrière toi. Là, j'avais pas de compassion. Ouais, mais bon, en plus, je leur ai fait une saloperie puisque j'avais écrit une lettre de dénonciation. Donc, je ne m'attendais pas à avoir beaucoup de sympathie ni rien du tout. Mais William, après, il m'a contacté, donc j'ai appris un peu ce qui s'était passé dans les détails. Et je sais qu'il a bien souffert, qu'ils l'ont bien manœuvré. Celui qui a été vraiment le plus spectaculaire et qui vraiment a mérité sa victoire, c'est Gilles. Parce que le mec, il est dans une île, dans une équipe qui est physiquement moins forte que la nôtre. Et Gilles, il ne s'est pas pêché. Et il gagne le jeu. Il arrive à fédérer les gens, il arrive à éviter il arrive à rassembler et puis finalement il gagne. Donc ça c'est formidable. J'ai une admiration sans borne pour lui. Parce que même à un moment, Gilles est un peu, pas l'homme à abattre, mais c'est facile d'éliminer, il n'a pas d'immunité et clairement c'est... Et les Rouges préfèrent éliminer William, qui les a clairement en plus aidés aux ambassadeurs. Sans lui, ils seraient tous tirés un par un. Et c'est assez affolant. Et j'en avais parlé à Romain qui me disait, mais moi j'avais voté Gilles parce que c'était le plus dangereux. Et résultat, il a gagné. Et effectivement, sa sympathie a fait que, et même Michel, qui était dans les Rouges, a voté pour lui à la fin, et il a fait gagner le jeu, quoi. Ouais. Donc voilà, donc c'est un peu les seuls retours que j'ai eus après de l'émission, quoi. Sur la suite. Et une fois que, en fait, quand t'es sorti du tournage, il y a Love Story qui est arrivé entre-temps. Et tu savais que tu étais dans une émission qui n'était pas le même principe, mais dans une émission un peu télé-réalité. T'as pas stressé, tu t'es pas dit, mais ça va être ingérable dès que je vais sortir. T'as pas pensé à ça, de te dire que
ta vie allait peut-être devenir un peu plus pénible au quotidien ou pas du tout? Bon, moi, j'ai rien à cacher, je suis quelqu'un d'assez transparent et je m'en foutais complètement. En plus, comme je te l'ai dit en préambule, moi j'ai la tête de Monsieur Tout-le-Monde et très vite les gens m'ont oublié, donc ça m'arrangeait. Mais l'état d'esprit dans lequel on était, c'est que quand on a vu arriver le raz de marée de Love Story, on s'est dit waouh, qu'est-ce qui va se passer? J'ai entendu dire, c'est une information à contrôler, que parce qu'en fait, tu le sais, chronologiquement, koh est la première émission de télé-réalité qui a été tournée. Mmh. Mais c'est pas la première à avoir été diffusée. C'est le Loft qui a été diffusé après nous. Voilà. Quand on fait défiler Loana sur les Champs-Élysées, etc., on se dit, putain, c'est quoi ce bordel? Quel engouement. Est-ce que nous, on va avoir le même délire autour de nous? Il y a une information que j'ai entendue, qui est plausible, mais qu'il faudrait peut-être vérifier. C'est que quand TF1 a vu le massacre que c'était le Love Story et le succès que c'était Love Story, ils se sont dit peut-être on s'est gouré et on va pas diffuser Koh-Lanta. Ah oui, On va le mettre dans le tiroir, on va l'oublier. d'accord. Donc, c'est la question à se poser. Puis finalement, ils se sont dit, bon, peut-être que les manières, on l'a payé, on va peut-être essayer de le diffuser. Et ils nous ont mis un horaire à la con, dimanche après-midi, quand personne n'est là, en se disant, bon, bah, que les manières, ça coûte moins cher que la mienne, en fait. On va mettre ça, parce qu'on a déjà payé. Et finalement, l'émission a quand même pris petit à petit. Puis finalement, la saison d'après, c'était en prime time, etc. etc. Voilà, mais au début, effectivement, on a vu cette horde de sauvages qui débarquaient du Loft. Et on s'est dit, waouh, est-ce qu'on va pas être digéré? Bon, aujourd'hui, le Loft n'existe plus, Koh-Lanta existe toujours, ça fait plus de 20 ans. Oui, c'est vrai. Ça, par contre, on va pas l'enlever. Ça, Koh-Lanta, 20 ans, première télé-réalité à tenir aussi longtemps, aussi une longévité incroyable. Et une fois que... Comment tu as été en fait suivi après l'émission? On t'a un peu posé chez toi et ciao, on n'a plus de nouvelles? Ou ils accompagnent un petit peu les candidats? Ou c'est vrai que comme c'était la première fois en plus. Non, le suivi, il a été lamentable. Je l'ai déjà dit d'ailleurs dans une interview. On avait un psychologue qui devait nous suivre, nous accompagner dans l'île. Quand on était éliminé, etc. Mais on l'avait rencontré un peu avant, etc. Et ce type-là était tellement détestable et tellement nul, je te dirai pas son nom, on s'arrangeait entre nous. Voilà. D'accord. Moi, quand je suis sorti de l'île, j'étais dans les bras de Jean-Luc. Ce mec-là, on l'a mis sur la touche, on s'est arrangé entre nous. Et quand on est arrivé en France, c'était un peu pareil. Bon, c'était zéro appui. On a juste eu des mises en garde parce qu'en fait, ils ne voulaient pas qu'on révèle qui avait gagné. La finale, elle était en direct. Donc, c'était plutôt genre, attention, on avait des mises en garde de la production. Si vous révélez une information, on vous fait un procès, on vous défonce la gueule, etc. Voilà, donc même après la diffusion, on est resté un peu reclus. Et chacun dans notre coin, on n'avait pas le droit de faire une interview, on n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit si on ne prévenait pas la production, etc. Donc c'est une espèce de chape de plomb qui s'est abattue sur nous, alors qu'on aurait bien aimé en fait communiquer un peu plus. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la diffusion, il y a un journal scandale, je crois que c'est Voici, un truc comme ça, qui a dit que l'émission était truquée et qu'en fait, c'était des textes qui étaient préécrits, etc. Ils avaient envoyé un reportage ou un pseudo-reporter sur l'île pour dire qu'en fait, on avait saccagé l'île, qu'on avait pollué, etc. etc. Et TF1 a réagi et en fait, il nous a réunis, il nous a dit voilà, on a ce problème maintenant, on va attaquer, je ne me souviens plus si c'est Voici, enfin, c'est un journal à scandale, je ne sais plus. Et on va les attaquer en justice. Mais comme nous,
ils sont dans la presse, on est dans la presse, on ne peut pas s'attaquer, c'est pas confraternel. Donc, on vous paye des frais d'avocat et vous, les 16 candidats, vous vous attaquez. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, en fait, du moins, on a entamé la procédure. Et puis, donc, ces réunions avec l'avocat, etc., ça nous a permis de nous retrouver physiquement. Et donc, Ah oui. à cette occasion, j'ai organisé un dîner, justement, chez moi à Paris, où j'ai rassemblé tous les gens que je pouvais joindre. Et puis, ça a donné un peu le noyau des copains, en fait, de l'association. Et historiquement, je crois que la première réunion, c'était chez moi, à Joinville. Bon. Mais après, pour la petite histoire, je crois que TF1 a un peu étouffé l'affaire. Il n'y a pas eu de procès. Et donc, chacun est reparti dans son coin. Ouais, ben du coup, bon, mais en tout cas, l'histoire n'est pas allée jusqu'au bout à propos de ce procès, mais moi, ça vous a permis de vous retrouver et puis de... Alors, on l'avait déjà un peu fait, c'est-à-dire que contre l'avis de la production, on avait échangé des adresses, des mails, des téléphones, et ils n'étaient pas contents du tout. Mais et on l'a quand même fait, donc on a été resté en contact plus ou moins comme ça. Je crois qu'il y avait dans la charte de ce jeu-là, Survivor, c'est en fait, il y a un principe, c'est quand on prend un candidat, on le sort de l'anonymat, on le remet dans l'anonymat. Donc, il est hors de question que derrière, il y ait une certaine notoriété. Donc, il fallait qu'il isole et qu'il coupe toute information. Ça a changé maintenant. Ça a changé. Oui, ça change. Voilà. Des candidats qu'on reçoit, qu'on réutilise pour d'autres émissions, etc., etc. Mais c'est pas du tout ce que nous, on avait fait. Et une fois, voilà, l'émission est terminée, et toi, quand t'en retiens quoi? Quels sont tes plus beaux souvenirs? Qu'est-ce que tu as retenu de cette aventure? Ou alors même négatif, hein, positif, négatif, cette expérience quand même pas, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Alors, d'abord, c'est une expérience extrêmement forte sur le plan émotionnel, sur le plan humain. Koh-Lanta, c'est pas une expérience qui est très dure sur le plan physique. Bon, tu vas peut-être te faire bouffer par les moustiques, manquer de sommeil, autre chose, mais tu vas maigrir. C'est pas dramatique. Par contre, la pression intellectuelle, la pression morale, elle est très forte. Que tu te retrouves avec des gens que tu arrives à détester, c'est des gens normaux, sympathiques. Mais simplement, on t'a conditionné pour ça. Donc, en gros, c'est pas un truc que je recommande à tout le monde. Je recommande uniquement à des gens qui sont bien bourronnés dans la tête, pas péter un câble, et qui sont capables de positiver certaines situations. Voilà, alors c'est une très bonne expérience à vivre pour ceux qui sont courageux et qui sont capables de se mettre en danger comme ça. Sur le plan du voyage, de la découverte, etc., j'ai découvert la Thaïlande que je ne connaissais pas et c'est vraiment un pays merveilleux. Je suis retourné 2 fois après par la suite, donc ça fait 3 fois au total. Mais bon, comme j'avais déjà beaucoup voyagé auparavant, c'était juste un endroit merveilleux de plus. Voilà. Après, je vais te parler en fait de l'association qu'on a créée, c'est-à-dire le groupement des copains. Tous les candidats en fait qui sortent de ce jeu-là, il y a en gros 2 catégories. Il y a à peu près, on va dire, 50 à 60% des candidats qui positivent l'histoire. Ils disent ouais, bah, écoute, c'est sympa, on a joué, etc., etc. Et puis, il y a à peu près entre 40 et 50% des candidats qui, eux, tournent le dos et ne veulent plus jamais en entendre parler. Ils ont mal vécu l'histoire ou autre chose. Donc, par exemple, William, si tu veux, il a quasiment coupé les ponts avec moi. On ne voit plus. D'autres, Michel, pareil, Gaël, pareil. Donc, c'est des gens, si tu veux, qui ont tiré un trait en disant, bah écoute, c'était une erreur, laisse tomber, on oublie. Et puis, il y a ceux qui ont positivé la chose, et c'est ceux, en fait, qui se sont regroupés. On a créé une association récemment. Ça existe d'une manière informelle,
depuis le début, donc depuis 2001. Mm. Et l'année dernière, on a décidé de refaire, de structurer la chose et de faire de manière officielle. Donc, on organise des week-ends qui sont privés, strictement privés, réservés aux adhérents. Pas aux adhérents, aux anciens Koh-Lanta. Donc, potentiellement, il y a à peu près 350 personnes qui ont fait aujourd'hui cette émission. Donc, sur les 350 personnes, il y a à peu près, on va dire, 200 personnes qui peuvent apparaître dans ces week-ends, etc., etc. Et on a essayé d'organiser un peu les choses. Voilà. Moi, j'ai la chance et le privilège d'avoir été le premier président de cette association. Au départ, je ne voulais pas être président, mais on m'a demandé d'être président, je disais parce que j'étais un ancien, etc. C'était quelqu'un qui rassemblait les gens plutôt que les écarter. Et voilà, et j'en tire une très grande fierté, pas d'être président, mais en fait d'avoir créé cette association et j'essaie de faire tout ce que je peux pour faire vivre ce groupement, qui est un groupement secret, bien sûr. Il ne s'est pas secret, enfin, on sait que nous existons, mais nos activités, elles sont secrètes. Elles sont réservées aux anciens. Et je suis très bien parce que j'ai pris conscience du fait que chaque candidat de Koh-Lanta, quel qu'il soit, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a un potentiel et c'est un aventurier né. Voilà, donc je ne vais pas te donner 1000 exemples, mais enfin, il y a des plein dans chaque... Même aujourd'hui, je les revois tous, parce que on essaie d'organiser des gros trucs. Et chacun me raconte des histoires incroyables que personne ne fait. Il n'y a pas un Français moyen qui va faire et qui va vivre ce que les aventuriers de Koh-Lanta vivent. Et que ce sont des aventuriers dans l'âme. Ils ont été à la place dans le jeu. Ils ont bien joué, mal joué, on s'en fout. Mais ils ont continué, ils étaient des aventuriers avant le jeu, ils l'ont été après et jusqu'à aujourd'hui ils le sont. Et ils ont tous un caractère très particulier. C'est des gens qui ont une forte personnalité, c'est des communicants. Et la merveilleuse histoire, c'est qu'en fait, on peut avoir détesté des gens dans sa saison, ou en vouloir mordicus à certaines personnes qu'on a dans la saison. Mais quand on se retrouve tous ensemble, il y a une espèce de travail de guérison mutuelle, quoi. Et il y a des amitiés croisées entre les saisons, qui fait que il n'y a pas de frontière entre quelqu'un qui est comme moi, un ancien de 2001, et puis la dernière saison qui va sortir. Donc là, par exemple, moi, j'ai passé le relais, la nouvelle présidente, c'est Magali, elle est du KL 21. Oui, moi, je suis dans le KL 1. Je suis du KL 1. Et bon, comme Magali, je l'ai régulièrement au téléphone, on est tout le temps en train d'organiser des trucs pour le groupe. Et voilà, mes meilleurs amis aujourd'hui dans les Koh-Lanta, c'est pas spécialement ceux qui étaient avec moi. C'est des gens qui étaient dans la saison. Un mec comme Javier, par exemple, de Belgique, c'est un type que j'adore. Nadine de Carpentry, c'est une fille formidable. Théola, c'est un mec mais fabuleux. Et ça me donne la chance et l'opportunité de rencontrer tous ces gens-là. Donc en fait, c'est un peu comme une famille. Et on se considère un peu presque comme une famille. Voilà. Si quelqu'un d'entre nous a un coup dur, on va l'aider de toutes nos forces. Et puis là, je te donnais que 3 noms, mais il y en a 1000. Enfin, pas 1000, mais enfin, il y en a beaucoup. Et ils ont tous des histoires hallucinantes. Entre Alexandre qui veut devenir pilote d'avion, l'autre qui veut faire le tour du monde sur un camion, l'autre qui était en compte qui revient, enfin, que des histoires. Le dernier Brice, c'est un spécialiste des serpents venimeux. C'est pas des gens normaux, je le dis, c'est pas des mecs normaux, c'est pas des filles normales, elles ont un petit gars quelque part là, et c'est ce petit gars-là, il leur donne toute leur saveur et toute leur relief. C'est des gens extraordinaires, et je les adore, tous. Mais ça se sentait, hein. Franchement, quand on est venu avec Lucas, l'abonné avec qui me suivait, franchement, c'était... on sentait l'union entre les candidats, on sentait qu'il y avait un truc qui les liait tous. Vraiment, c'était
C'était très beau à voir quand même. Ouais, on a vraiment beaucoup de chaleur entre nous. Il arrive qu'on s'engueule, qu'on se prenne la tête, etc. Mais c'est juste comme dans la vie normale. On n'a pas les caméras derrière nous. Et on a bien dormi, on a bien mangé, et on n'a pas la pression du jeu. Donc on peut s'engueuler, ce qui est normal. On peut s'embrasser, ce qui est normal. Il y en a même qui se sont mariés entre eux. C'est juste la vie normale, quoi. Mais ce que je trouve exceptionnel, c'est la potentialité et la qualité de ces gens-là. Elle s'explique par le fait que, moi, dans ma saison, il y avait 17 000 candidats. On en a pris 16. Et après, ça a dégénéré dans les saisons suivantes. Je crois qu'en fait, il y a eu jusqu'à 45 000 candidats pour une des saisons. Et on en prend 16 tout le monde. Donc, à chaque fois, c'est des gens qui sont sélectionnés, de sélectionnés. C'est vraiment une espèce d'élite, ou ne pas dire d'élite, mais enfin, un profil très particulier qui était très recherché. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'on s'adore entre nous, qu'on se retrouve entre nous, qu'on rigole, etc. Voilà. Donc c'est vrai que là, aucun regret d'avoir fait Koh-Lanta malgré tout. Parce que grâce à ça, il y a l'association qui fait que... Alors, moi, j'avais aucun regret avant même d'avoir présidé l'association. Mais je dois avouer que ce qui m'épate aujourd'hui, c'est de voir qu'en fait, l'aventure continue. On est sorti du jeu, mais l'aventure continue à plein de domaines. Quand on fait des week-ends entre nous, on fait des jeux, on fait des rigolades, ça peut être des tournois de poker, ça peut être n'importe quoi, des compétitions de bowling, de cartes, de karting, ça peut être... Les délires les plus fous, on les fait. Et il y a toujours cet esprit compétiteur chez les Koh-Lanta. Et en même temps, il y a des barres de rire. Enfin, je me souviens, j'avais organisé un week-end moi, à Barcelone. Et je me souviens que dans un tir à la corde, on avait piégé l'équipe d'en face et j'avais écroulé par terre de rire et j'avais mal au côte. J'en pouvais plus tellement j'habillais. Et ça, c'est des moments qui sont impayables. Oui, c'est sûr. On peut faire que parce que c'est pas qu'on n'aime pas les gens qui sont de notre famille ou qui sont dans l'entourage, mais on a eu la chance d'être casté et on a eu la chance de faire ce jeu et donc c'est une espèce d'embellie après coup. Voilà. Pour ceux qui savent en profiter, il y a des gens qui se sont éloignés du groupe, qui ont mal vécu l'aventure et qui sont revenus beaucoup plus tard, qui ont dit ah putain c'est sympa ici. J'ai été conne, j'aurais pas dû m'éloigner. Voilà. Et toi, t'as jamais voulu revenir? Jamais voulu faire de All-Star Si, j'aurais bien voulu. Mais en fait, je suis pas assez médiatique, comme je dis, j'ai pas des... Maintenant, aujourd'hui, ça se passe quand même beaucoup officiel. J'ai pas des longs cheveux blonds, des épaules de déménageur, des tablettes de chocolat. Je sais que j'ai pas mal de charisme, je peux influencer des gens, je peux diriger des équipes, mais ça passe pas à l'écran, ça. Et donc, quand même, t'as marqué, en l'espace de 4 épisodes, t'as quand même bien marqué la saison. Ça m'aurait pas choqué de te voir au casting du premier All-Star, quoi. Parce que même Jean-Luc, qui était sorti avant toi, était revenu. Ouais, mais voilà, c'est pas moi qui décide. J'aurais bien aimé en faire un autre. Pourquoi? Parce que c'est comme c'est un jeu. Ok, j'ai perdu une partie, je veux bien me faire la belle ou la revanche. Voilà, j'aurais bien aimé rejouer, en fait. Mais là, j'aurais pas fait les conneries que j'ai faites à la première partie, où j'ai été complètement inexpérimenté. Mais c'était quand même une super aventure. Et l'aventure, elle est plus sur le plan, je te répète, émotionnel. C'est une aventure humaine, plus qu'une aventure. Enfin, quand tu te lèves, tu vois des varans qui descendent et des iguanes qui vont se baigner à côté de toi. C'est des iguanes, c'est pas des varans. C'est impressionnant, mais bon, c'est pas grave, c'est rien de méchant. Si tu te fais attaquer par les rats parce qu'ils veulent bouffer ton riz, c'est pas dramatique. C'est juste des petites anecdotes comme ça et on en a plein. Chacun a des centaines à raconter. Mais écoute, merci beaucoup Harry pour ce petit échange. C'est vraiment super. Franchement, c'est
une interview que j'ai beaucoup aimée parce que c'était vraiment voilà, avec sincérité totale. Et en plus, comme tu es un pionnier, c'est bizarre de 20 ans après d'entendre tout ça. C'est assez touchant et c'est plutôt sympa. Donc merci vraiment. Écoute, merci, tout le plaisir est pour moi. Je te remercie, toi, d'avoir pris la peine et de t'intéresser encore à des dinosaures comme nous. Mais il faut savoir que l'histoire, elle n'est pas finie. Et que ça continue et qu'on prépare encore des tas de trucs et on risque même d'entendre parler de nous. Donc Ah, top. voilà, et c'est pas telle équipe ou telle équipe qui compte, c'est pas non plus telle personnalité ou telle personnalité. Il y a de super personnalités dans notre groupe, mais c'est en fait l'esprit Koh-Lanta, le fait de s'aider, s'entraider et de faire des aventures ensemble. Et ça, c'est pas fini. Ah ben, j'espère bien. Super. Ben, merci beaucoup, vraiment, c'est super. Et puis, qui sait, peut-être que le prochain week-end des copains sera aussi ouvert aux fans. Comme la dernière fois à Bordeaux, c'était super sympa. Donc, espérons, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Écoute, en tout cas, je pense qu'on a une interaction réciproque. Et donc, c'est intéressant. C'est intéressant. On en reparle. Ben, merci beaucoup, c'est adorable. Merci vraiment. Hein. Salut Clément. À plus. Merci beaucoup. Ciao.